Je commence donc avec l'avenir de l'audiovisuel public, privatisation, suppression de la redevance. Les candidates et les candidats ne manquent pas d'idées, Samia Dechir. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, Emmanuel Macron s'engage à supprimer la contribution à l'audiovisuel public. Plus connue sous le nom de redevance, elle est payée en même temps que la taxe d'habitation par tous les foyers qui déclarent posséder une télévision. On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. C'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation, il faut aller au bout. Sur les 3,7 milliards d'euros de budget de l'audiovisuel public, 3,2 milliards sont financés par cette taxe. Et pour l'instant, Emmanuel Macron ne précise pas comment il compte combler ce vide. C'est précisément ce que lui reproche Valérie Pécresse, elle aussi favorable à une suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Cette redevance, c'est une taxe qui a fait son temps, qui est obsolète dans son mode de perception et dans son assise. Mais le problème, c'est est-ce que nous voulons garder un service public? Est-ce que nous voulons garder une création audiovisuelle française? Est-ce que nous voulons continuer à être souverains? Et donc il va falloir la financer, il va falloir sécuriser le budget de la création audiovisuelle en France avec, je crois, une loi pluriannuelle. À l'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour veulent aller plus loin qu'une suppression de la redevance et propose ni plus ni moins que la privatisation de l'audiovisuel public. Moi, je ne veux pas que les Français payent pour une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke, comme on dit aujourd'hui. Donc, j'estime que nous supprimerons la redevance et nous supprimerons et nous privatiserons France 2 et France Inter. À gauche, au contraire, les candidats défendent le financement de l'audiovisuel public par les contribuables, à l'image du communiste Fabien Roussel. Ma proposition, c'est pas de supprimer la redevance parce que je considère que nous avons besoin de défendre une télévision publique, une radio publique, qui investissent dans des programmes accessibles à tous et qui, en même temps, diffuse moins de publicité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo veulent tous les deux pérenniser la contribution à l'audiovisuel public. Jean-Luc Mélenchon, lui, serait prêt à l'élargir aux détenteurs de smartphones et de tablettes. Faut-il supprimer la redevance audiovisuelle et au-delà, quel avenir pour le service public en France? Voilà le thème de notre débat. J'accueille Catherine Morin-Desailly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice UDI de Seine-Maritime. Mathieu Gallet. Sénatrice Les Centristes. Les Centristes, c'est comme ça qu'on dit maintenant, très bien. Mathieu Gallet, président de Magellan, bonsoir. Bonsoir. Plateforme de podcast, ancien président de Radio France, évidemment. On va accueillir Jean-Marc Dumontet dans un instant, qui est producteur de spectacles référent culture du candidat Emmanuel Macron. Mathieu Croissant. Bonsoir Mathieu, bonsoir, heureux de vous retrouver, éditorialiste politique. Avec nous également en duplex, en visioconférence, Christophe Kozarek. Bonsoir Christophe Kozarek, vous êtes président du groupe Jaraprod et président de la Fédération des créateurs audiovisuels et numériques. Et on va être transparent avec nos téléspectateurs, on se connaît bien puisque vous avez produit pendant des années une émission qui s'appelait Medial Magazine, que je présentais. Donc vous connaissez bien ces questions d'avenir de l'audiovisuel. Merci à tous d'être là. Peut-être votre état d'esprit face à cette proposition du candidat Emmanuel Macron. Catherine Morin-Desailly, bonne ou mauvaise idée? C'est le prolongement de l'ensemble des annonces qui ont été faites pendant tout le quinquennat. D'abord la promesse d'une réforme qu'on a mis longtemps à voir venir et qui a été tout d'un coup annulée. Bien sûr, il y a eu la crise du Covid qui a stoppé le processus législatif, mais jamais il n'a été repris par ailleurs. Donc, une promesse non tenue de réforme de l'audiovisuel dans toutes ses dimensions. Le modèle économique, donc la question de la redevance, la contribution à l'audiovisuel public, c'est son vrai nom, mais aussi une réflexion sur les missions de l'audiovisuel public, la gouvernance, la modernisation, la numérisation de l'ensemble des entreprises. Et donc, cette promesse n'a jamais été tenue. Et depuis le début, il n'y a eu d'énoncé que des mesures budgétaires. Tout s'est fait à travers le budget, jamais sur une réflexion sur les missions de l'audiovisuel public, sur le périmètre de l'audiovisuel public. Bref, ce qui fait d'abord, pour moi, le préalable. Comme aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir, doit-on ou non maintenir un audiovisuel public? Je pense vraiment que oui, je suis convaincue. Mais c'est ce que vous reprochez finalement au président candidat. C'est-à-dire il propose simplement de supprimer... Alors, moi, je continue de dire la redevance sans dire que faire de l'audiovisuel, c'est ça. Parce que l'audiovisuel public, ce sont plusieurs entreprises, c'est la gestion des archives, ce sont
les orchestres de Radio France, c'est notre audiovisuel extérieur. En ce moment, nos journalistes sont sur le terrain en Ukraine, font un travail formidable. Donc c'est toute une série de sujets d'ailleurs qui méritent d'être mis sur la table et débattus devant les Français, qui d'ailleurs, pour une grande partie d'entre eux, quand on regarde les sondages, il y en a eu plusieurs de faits, à 85%, les Français reconnaissent un rôle particulier. Oui, ils sont attachés au service public. Mais enfin, si on leur pose la question, est-ce que vous voulez qu'on supprime évidemment la redevance, ils vont dire oui. Je vous donne la parole dans un instant. J'ai bien compris. Je vous donne la parole dans un instant. Mathieu Gallet, ancien président de la Radio France, donc forcément, votre avis est éclairé sur cette question. Comment vous avez réagi en entendant le président de la République faire cette annonce? Alors, j'ai réagi comme un ancien poste que j'ai occupé, et Catherine Morin-Desailly s'en souvient, puisque j'étais conseiller en charge des médias de la ministre de la Culture en 2008, quand Nicolas Sarkozy avait annoncé lors d'une conférence de presse de rentrée à l'Élysée, à la surprise générale de la ministre elle-même et donc de son cabinet, qu'il supprimait la publicité après 20 heures sur les antennes de France Télévisions. C'est une bombe. Bien, Patrick de Carolis, qui était le président de France Télévisions, était absolument pas au courant. Non, mais c'est une bombe que le président candidat a lancée en annonçant, prenant un peu tout le monde de court, même si votre reportage l'a montré, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, avec d'autres arrière-pensées qu'ils assument d'ailleurs très clairement, de privatisation partielle de l'audiovisuel public. Mais effectivement, c'est la même bombe qui est lancée. On coupe le financement de Radio France, France Télévisions, l'INA, Arte, TV5 Monde. Oui, c'est beaucoup de choses. C'est pas seulement France 2 et France Inter. Et donc, moi, ça me rappelle effectivement ce souvenir de l'annonce surprise de Nicolas Sarkozy le 8 janvier 2008. Donc vous dites affaiblissement quasi mécanique ou pas forcément? Moi, je pense qu'on fait, en commençant par la question du financement, et on est en campagne. Et pardon, je vous interromps, Jean-Marc Dumontet peut nous rejoindre puisqu'il vient d'arriver. Pardon de vous interrompre. On est en campagne électorale et donc je ne suis pas surpris en fait qu'on annonce une mesure qui apparaît comme une mesure effectivement de pouvoir d'achat, de supprimer 138 € en métropole, 88 € dans les Outre-mer. Mais au fond, on va couper d'un côté ce qu'on sera bien obligé de retrouver de l'autre, puisque c'est 3,8 milliards. Il faudra bien les financer et donc quelque part les Français le refinanceront aussi. Oui, parce qu'effectivement, je rappelle les chiffres, c'est 138 €, ça touche 27 600 000 foyers, ça rapporte 3,2 milliards net, c'est ce qui est prévu en 2022, mais l'État rajoute 600 000, donc ça fait 3,8 milliards. 100 millions. Oui, 600 millions. Jean-Marc Dumontet, vous étiez là pour les premières minutes, mais vous comprenez bien l'enjeu de la fragilisation et de l'avenir du service public. On a eu le sentiment en écoutant le président que c'était effectivement une mesure fiscale, en quelque sorte, de pouvoir d'achat, mais qu'il n'y avait pas les annonces attendues sur qu'est-ce qu'on fait du service public en France. Alors, on va recontextualiser. Oui. Première prise de parole du candidat à Poissy, c'était pas le projet culture qui a été développé. C'est quand même important. On est d'accord. Et à cette occasion, le président, effectivement, dans la logique de la fin de la taxe d'habitation, parce que ça me fait penser un peu au prélèvement à la source, si vous voulez. On sait qu'il y a la fin de la taxe d'habitation. Voilà, 80% des Français en ont bénéficié 100% à partir de cette année. Donc on sait qu'il y a un problème qui se posera à tout le monde. C'est comme le prélèvement à la source. Tout le monde savait que ça allait se faire, personne ne le faisait. Et puis on l'a fait, et ça s'est bien fait. Bon. Et ça avait suscité beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations. Et c'est quelque chose qui s'est passé naturellement. Oui, ça, mais on pourrait maintenir la contribution, la redevance, tout en supprimant la taxe d'habitation. Non, parce qu'en termes de recouvrement, ça n'aurait pas de sens. En termes de coût de recouvrement, ça n'aurait pas de sens. C'est le premier point. C'est déployer beaucoup de gens pour récupérer 138 €. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est le premier point. Deuxièmement... On ne pourrait pas l'adosser à une autre taxe? A priori, non. Deuxièmement, c'était... dans la logique de la fin de la taxe d'habitation, donc ça c'est important, et c'est une mesure forte de pouvoir d'achat, à un moment donné où le pouvoir d'achat est quelque chose de significatif, et c'est un des axes du président. Donc il faut d'abord le contextualiser, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Effectivement, cette mesure de pouvoir d'achat, elle n'est pas neutre et elle suscite des interrogations. Elle suscite l'interrogation du financement du service public. Le président, vous savez, c'est pas quelqu'un qui fait les choses en catimini et qui dissimule les choses. Il est plutôt
accusé généralement d'être un peu trop vrai, de dire un peu trop vite les choses et de parfois ne pas ménager ses interlocuteurs. On lui a beaucoup reproché cette fameuse phrase sur l'audiovisuel public. L'a-t-il prononcée? Personne ne le sait, mais en tout cas, elle a traîné longtemps. Donc je pense que le président est quelque chose qui ne fait pas les choses en catimini. Donc une chose est sûre, le président tient au service public. La phrase à laquelle vous faites référence, c'était quoi? C'était la honte de la République. Voilà. On est bien d'accord. La honte de la République. Le président tient au service public. Le président ne veut absolument pas privatiser le service public. Le président ne veut absolument pas... Pardon, c'est important. On a du temps dans ce débat. Ne veut pas remettre en cause le service public. C'est très clair. D'autant plus à un moment donné où la question de la souveraineté est une question très essentielle. Justement, ça va être où le service public, en termes d'information, en termes de création, en termes d'irrigation, avec les 500 millions qu'il apporte à la production française, est essentiel. Donc, je vous donne la parole dans un instant. Soyez pas inquiets. Mathieu, vous voulez intervenir. En supprimant la redevance, Emmanuel Macron supprime un impôt. C'est vrai que c'est une mesure de pouvoir d'achat. Mais il supprime un des rares impôts fléchés. Et c'est ça aussi qui explique qu'il y a toujours des levées de boucliers quand vous supprimez un impôt fléché. Quand vous avez supprimé la taxe d'habitation, tous les élus locaux qui ont commencé à dire qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'était fléché pour les communes et comment ça va se passer? Et à chaque fois, l'État dit vous inquiétez pas, on compensera. Mais il faut aussi reconnaître que par le passé, sous différentes majorités, l'État n'a pas toujours compensé le montant exact au fil des années que rapportait l'impôt fléché à la base. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a un réflexe qui est pas seulement corporatiste, mais qui est un vrai réflexe d'inquiétude de la part de tous les professionnels d'audiovisuel public qui se disent aïe, si jamais on n'a plus ces ressources attribuées directement dans le projet de loi de finances parce que c'est ainsi et que ça ne peut pas être autrement, on va avoir du mal derrière à convaincre peut-être un autre gouvernement, peut-être un autre État, d'où l'idée peut-être d'une loi programmation pluriannuelle pour inscrire les choses dans la durée. Mais dès qu'on supprime un impôt fléché, ça c'est quand même très très symbolique. Oui, alors justement, Aurore Bergé, qui est députée La République En Marche des Yvelines, rapporteure générale de la loi audiovisuelle sur le financement de l'audiovisuel public, elle était cet après-midi, on l'a sollicitée, interviewée par Samia Dechir. Voilà comment elle imagine la compensation. De la même manière, quand on a supprimé la taxe d'habitation, on a compensé à l'euro près les collectivités qui avant le percevaient. Et donc, on l'a trouvé parce que l'État a su faire des économies et a su, sur son budget, compenser ces pertes pour les collectivités locales. C'est la même chose. En aucun cas, on ne veut fragiliser l'audiovisuel public. Nous allons garantir les ressources de l'audiovisuel public. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire garantir le niveau des ressources de l'audiovisuel public qui doit pouvoir continuer à exister pour faire vivre le pluralisme de l'information. Et d'autre part, la question de la pérennité de ces ressources, d'où cette logique de programmation pluriannuelle, de manière à ce qu'on donne de la visibilité à l'audiovisuel public. Christophe Kozarek, on ne vous a pas encore entendu dans ce débat. Est-ce que ce que Jean-Marc Dumontet disait à l'instant ou ce que Aurore Bergé a donné comme précision à Samia Dechir, est-ce que ça vous rassure ? Oui, c'est plutôt rassurant, effectivement. Il faut du reste qu'on garde en tête quand même les objectifs. L'essentiel, c'est quoi ? Ce sont les contenus. Ce qu'il faut, c'est sanctuariser les financements des contenus. Pourquoi ? Parce que derrière tout ça, on a des téléspectateurs, on a des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est assez basique, ils veulent des contenus puissants. On veut lutter contre les plateformes de SVOD américaines. Pour cela, il faut des contenus puissants. Il faut pouvoir financer ces contenus. Il faut des talents. Vous savez, si Netflix ou Amazon réussissent à capter autant d'abonnés, ce n'est pas parce qu'ils proposent des séries filmées par des téléphones portables, c'est parce qu'ils proposent des séries puissantes, ils proposent des contenus puissants et ils investissent des centaines de millions de dollars dans ces contenus, ils vont chercher les meilleurs talents pour ensuite les proposer aux consommateurs. La télévision doit pouvoir se défendre, la télévision publique doit pouvoir se défendre et donc elle doit pouvoir proposer des contenus qui sont puissants, qui sont inédits, parce que c'est ce que réclament les téléspectateurs. Puis derrière tout ça, il y a aussi tout alors d'abord, c'est pour la défense de notre souveraineté culturelle, puis derrière, il y a tout un tissu d'entreprises, il y a des emplois, et puis c'est dans la tradition française aussi de faire rayonner notre pays à travers notre culture, à travers notre création. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les pays européens, vous avez beaucoup de chaînes publiques. Prenez l'Angleterre par exemple, qui sont très bien financées, même mieux financées que la télévision publique française.
ils investissent énormément dans des contenus. Ils font rayonner la création anglaise en exportant leurs contenus. Donc, on se doit de garder vraiment en tête un élément essentiel, c'est la défense de notre souveraineté culturelle, et ça passe par des contenus. Ça passe par le financement des contenus, parce que les téléspectateurs, ils attendent ça, ils attendent des contenus inédits, des contenus puissants. On l'a bien compris, et je reviens vers vous tout à l'heure. Effectivement, un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs, en Europe, notamment sur le montant de la contribution à l'audiovisuel public par foyer. La Suisse, c'est 328 € par an. L'Allemagne, on est à 220. La Grande-Bretagne, même si elle ne fait plus partie de l'Union, elle est à 171. En France, on l'a dit, 138. L'Italie, 90. Le Portugal, c'est 36 €. Si on supprime cette contribution, la France devient l'un des... Alors, il y a l'Espagne et les Pays-Bas qui n'ont pas de redevance audiovisuelle. Catherine Morin-Desailly, je reviens à la question de la pérennité. L'idée d'un financement pluriannuel, d'une loi pluriannuelle, est-ce que ça vous suffit, ça ? C'est une idée, mais tout ça est soumis quand même à l'annualité budgétaire. Donc le Parlement, chaque année, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, doit approuver les propositions de dépenses, secteur par secteur, qui lui sont faites. Donc forcément... Oui, donc on peut avoir annoncé un financement sur 5 ans, mais tous les ans le remettre en cause, si je comprends bien. Exactement, au gré des aléas budgétaires auxquels un gouvernement doit faire face. On a bien compris que la situation budgétaire de l'État n'est pas brillante, qu'il va y avoir aussi un certain nombre de priorités dans les années à venir. Donc forcément, ça inquiète le secteur de l'audiovisuel, et derrière tout le secteur de l'audiovisuel, le secteur de la création et du cinéma, parce que c'est beaucoup d'emplois induits derrière tout cela. Donc la disparition, comme ça a été dit, d'une taxe affectée est inquiétante et fragilise, quoi qu'on en dise, l'audiovisuel public. Et d'ailleurs, c'est aussi toute la différence entre ce qu'est une dotation publique, c'est-à-dire une ressource, une part de l'impôt qui est directement affectée, une taxe affectée, d'une ligne budgétaire définie dans le cadre du budget de l'État chaque année. La dotation publique est très différente de la dotation d'État. Et dans le cadre de la dotation publique, ça garantit une pérennité, un dynamisme de la ressource et aussi une indépendance, puisqu'il n'y a pas d'annualité budgétaire. Donc, il y a cette préoccupation-là. À quoi on substitue la CAP ? Et d'ailleurs, je trouve annoncer ça comme une mesure favorable au pouvoir d'achat, c'est un peu démagogique, pardonnez-moi, parce que la dépense, au bout du compte, ça sera toujours le budget de l'État, le budget de la nation. Et il repose sur quoi ? Il repose sur l'impôt, quoi qu'il arrive. Donc il repose sur le contribuable. Donc je crois qu'il faut raison garder, surtout quand on évalue le montant de la redevance aujourd'hui, c'est 11,5 € par mois. Au regard de ce coûte un abonnement Netflix, Disney+, Amazon Prime. Donc on peut aussi avoir des éléments de contexte. C'est intéressant de réfléchir à tout ça. On en a pour notre argent. Voilà. 11,5 € par mois. C'est une question qu'on peut se poser. Oui, exactement. La critique du ma redevance, voilà ce qu'elle devient, on ne pourra plus l'avoir. C'est l'occasion aussi de reposer la question de la différenciation, de la qualité. Mais il y a toutes ces questions derrière. Il y en a. Mais il y en a. Je rappelle d'ailleurs que Public Sénat est financé à 100% sur le budget du Sénat. Donc nous, on n'est pas concernés par la question de la redevance. Jean-Marc Dumontet, démagogie, dit la sénatrice à l'instant. On peut penser toujours que dans une campagne électorale, des baisses de fiscalité annoncées sont démagogiques. Ça a été simplement un leitmotiv du président. On le voit avec la taxe d'habitation, qui est une mesure extrêmement forte. Et cet accompagnement, au fond, on achève avec cette phase avec la redevance, constitue une volonté affichée du président d'essayer de baisser la fiscalité. Il l'a fait pour les entreprises, il l'a fait pour les ménages, il l'a fait pour les particuliers. Il va bien falloir continuer de financer l'audiovisuel public. Bien évidemment, mais il n'a jamais été question de ne pas continuer à financer l'audiovisuel public. Jamais. Ça sera bien l'impôt, forcément. Je voudrais juste dire quelque chose pour répondre à ce qu'a dit Aurore Berger sur la compensation faite à la suppression de la taxe d'habitation. À l'euro près, elle a dit. Non, mais c'est important, parce que la compensation aux collectivités territoriales, pour les communes, ça a été l'affectation de la taxe sur le foncier bâti. Donc, alors, c'est pas notre débat. Non, mais c'est important. Alors, rapidement, parce qu'il y a un principe de libre administration des collectivités territoriales, comme il y a un principe d'indépendance de l'audiovisuel public dans sa conception européenne. Bien sûr. Donc, en fonction de la taxe affectée, on va garantir ou non la libre administration ou la libre indépendance. Bon, on parlera de l'indépendance, évidemment. Mais Mathieu Gallet, moi, je vais vous dire ce que j'ai ressenti en entendant le président de la République lundi soir.
bon, j'ai d'abord été un peu surpris, mais ensuite je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il s'achète une polémique par an. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chaque année, la question du budget de l'audiovisuel public sera posée. Est-ce que l'État met autant d'argent que l'année précédente? Pourquoi l'État met éventuellement un peu moins que l'année précédente, etc. Avec cette réforme, on ouvre la boîte de Pandore, il faut le dire. Là aussi, je reviens à une expérience ancienne. Quand Nicolas Sarkozy a supprimé, à partir de 2009, la publicité après 20 heures sur France Télévisions, c'était 450 millions d'euros qui devaient être compensés à l'euro près. C'est le même. Aurore Berger, d'ailleurs, a utilisé la même formule. La première année, ça a été vrai. L'État, via le budget général de l'État, a compensé. Dès la deuxième année, Bercy n'a pas suivi la trajectoire qui était prévue et les années suivantes non plus. Et quand je suis arrivé à Radio France en 2014, j'ai eu effectivement à devoir gérer un budget en baisse parce qu'on avait donné plus de redevances à France Télévisions pour compenser la baisse de la dotation budgétaire et donc on en a enlevé aux autres entreprises, à l'INA, à Radio France, à Arte, à France Média Monde. Donc en fait, on a le fait d'avoir introduit cette notion de dotation budgétaire est venu tous les ans créer en fait un débat parlementaire et c'est bien la démocratie. Donc tous les ans, on aura un débat. Tous les ans, on aura des amendements qui viendront d'intérêts particuliers, d'intérêts catégoriels, qui viendront dire et pousser avec un lobbying efficace pour certains, dire mais là quand même cette émission ou là cette mission, on devrait revenir. Donc tous les ans, effectivement, il va y avoir un débat au Parlement parce que c'est une règle constitutionnelle. On peut s'engager sur 5 ans, mais tous les ans, la loi de finances est votée par le Parlement. Donc pour moi, on ouvre la boîte de Pandore et j'ai envie de dire, on ne va pas assez loin. Parce que ne parler que du financement et ne pas parler de la réforme, du périmètre et des missions, c'est faire du rustinage. Et donc moi, je pense que le président candidat ouvre un débat intéressant, mais qu'il faut aller au bout et maintenant se dire c'est quoi les missions, c'est quoi le périmètre de l'audiovisuel public, parce que je ne crois pas, je vous mets mon billet, je ne crois pas que dans 5 ans, le niveau de financement sera celui qu'on trouve aujourd'hui, parce que l'État est assis sur 2800 milliards de dettes et que ça ne va pas s'améliorer avec les problèmes qu'on a en ce moment. Et il faudra bien rembourser un moment. Donc, les suppressions d'impôts, il faudra bien les compenser. Jean-Marc Dumontet, alors il y a beaucoup d'éléments dans ce que Mathieu Gallet vient de nous dire, mais d'abord sur la question de l'indépendance et du soupçon de contrôle. Juste une précision. Qui chaque année pourra revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'a dit Mathieu Gallet, qui est extrêmement intéressant, c'est que jusqu'à présent, avec la redevance, ça n'empêchait pas des arbitrages et qu'il les a lui-même subis. Donc ça veut dire que la redevance, c'était absolument pas la garantie. Parce qu'il y avait une dotation budgétaire. C'est parce qu'il y avait la compensation budgétaire. Oui, mais d'accord, mais il y avait des arbitrages. Mais parce qu'il y avait 450 millions d'euros de dotation budgétaire qui étaient rognés par Bercy, et c'est ça qui venait créer cette incertitude. Certes. Donc il y avait déjà des arbitrages, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 600 millions en compensation pour tous les foyers qui ne payent pas. Là aussi, c'était un acte fort qui pouvait être à chaque moment discuté. À chaque moment discuté, à chaque moment rogné. Il ne l'a pas été. Oui, mais là, c'est la totalité du budget. Pardonnez-moi. Troisièmement, le président a demandé à l'audiovisuel public un certain nombre d'efforts pendant ce mandat, parce qu'il y a des contrats d'objectifs et chaque année, on rend des comptes, enfin les grands opérateurs absolument pas respectés. Rendez compte. Il y a eu un grand plan d'économie sur France Télévisions. Il y a eu des économies qui ont été accomplies. Il y a eu un redéploiement fort sur le numérique, une accélération sur le numérique. Donc ces objectifs ont été satisfaits. Et quand, en période de crise que nous avons vécue, l'audiovisuel public a eu besoin d'être soutenu, il a été soutenu. Donc, je répète, la volonté du président, c'est pas de casser l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, il doit poursuivre comme n'importe quelle entreprise sa mue, et encore plus dans le moment où on vit avec l'irruption totale du numérique qui change complètement la donne. Donc, il y a des évolutions qui vont se produire, mais il n'y a aucune remise en cause parce qu'on en a besoin. C'est juste ce point de vue de bon sens. On a besoin d'un audiovisuel public fort en termes de création, en termes d'information. Et ce serait suicidaire d'aller imaginer qu'on va mettre en l'air le service public. On a particulièrement besoin
en termes d'information, notamment d'une information plurielle qui ne soit pas entre les mains de quelques-uns. Je ne vais pas vous faire de schéma ou pointer quelques dangers que nous rencontrons aujourd'hui. On en a besoin, d'autant plus, ce serait totalement ridicule que l'audiovisuel public aujourd'hui rencontre des grands succès. Grands succès en termes d'audience et grands succès en termes de contenu. Je reprends la main pour voir comment le Sénat a réagi et Quentin Calmet peut nous rejoindre parce qu'il y avait déjà évidemment beaucoup de réflexions, bonsoir Quentin, autour du financement et de l'avenir de l'audiovisuel public. Exactement, et en plus les sénateurs qui ont annoncé une nouvelle mission justement sur cette question de la redevance, ils l'ont annoncé hier parce qu'on a vu en fait une levée de bouclier quasi générale au Sénat lorsqu'Emmanuel Macron a effectivement proposé la suppression de la redevance télé, à l'image du sénateur socialiste David Assouline qui a parlé dans un tweet de démagogie dangereuse et d'une suppression qui serait grave pour l'indépendance de l'audiovisuel public. On y revient encore. La question de l'indépendance de cet audiovisuel public qui inquiète également le président, votre successeur de la commission de la culture, Laurent Lafont. Il a dit en remplaçant une recette qui lui était attribuée par une ressource budgétaire, l'audiovisuel public sera encore plus dépendant des décisions du gouvernement. Surtout que cette suppression, en fait, Thomas, on le comprend, elle va dans le sens inverse de ce que proposait le Sénat en 2015 lorsque le Sénat a travaillé sur ce financement de l'audiovisuel public. Il proposait une contribution forfaitaire universelle. L'idée était donc non pas de supprimer la redevance, mais de l'élargir, non plus en contrepartie d'un service rendu ou conditionné à la détention d'un récepteur. Elle serait ainsi obligatoire dans chaque lieu de résidence, comme vous le voyez dans cet extrait du rapport de l'époque. Les sénateurs prenaient l'exemple de l'Allemagne, qui a mis en place un tel système le 1er janvier 2013. À l'époque, c'était un forfait de 18 € par mois, soit 216 € par an. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, ça atteint depuis 2019 la somme de 220 €. Cette contribution, la Rundfunkbeitrag, rapporte désormais 8 milliards d'euros aux recettes, de recettes pour l'audiovisuel allemand. Et donc nous verrons si effectivement les sénateurs prôneront à nouveau cette contribution généralisée, puisque les sénateurs commencent leur audition la semaine prochaine. Les deux rapporteurs, c'est Roger Carucci et Raymond Hugonet. Merci. Rundfunkbeitrag. Merci. C'était le défi du jour pour Quentin Calmet, le prononcer en allemand. Je voudrais vous entendre sur effectivement ce que le Sénat avait en tête, parce que c'était vraiment, ça semble en tout cas, la logique inverse. C'est au contraire élargir le financement en élargissant l'assiette en quelque sorte. C'est élargir l'assiette puisque je rappelle que les nouveaux usages et les nouveaux supports forcément ont conduit l'ensemble des pays en Europe à réformer l'assiette de leurs redevances. Et la France est le dernier pays, en fait, à ne pas avoir fait cette réforme de la contribution à l'audiovisuel public que, de longue date, nous jugions nécessaire au sein de la commission. Et que, en effet, nous arrivons au bout du bout, puisqu'il y a la suppression de la taxe d'habitation et que la redevance est adossée à la taxe d'habitation, forcément se pose la question de la suppression concomitante de la redevance et son côté quelque peu obsolète puisqu'elle ne correspond plus tout à fait aux usages. Donc de toute façon, il y a une réforme et moi je regrette que cette réforme, elle n'ait pas été faite concomitamment à la réforme qui aurait dû être votée au printemps dernier parce qu'on aurait, comme l'a dit Mathieu Gallet, on aurait regardez l'ensemble. C'est un tout, l'audiovisuel public. Ce sont des missions, c'est un périmètre, c'est une organisation, c'est une gouvernance et c'est un modèle économique. Et si nous avions eu ce débat devant la représentation nationale et devant les Français... Oui, mais on peut considérer que la campagne présidentielle, ça peut être aussi le moment de poser ce débat. Je suis assez surpris. Ne me coupez pas, j'aurais terminé, s'il vous plaît, mon propos, c'est important. Et donc, je pense, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Et là, Mathieu Gallet l'a dit, comme moi, annoncer simplement les mesures financières sans parler du reste. Tout est lié. De quel audiovisuel public parlons-nous? Quel audiovisuel public voulons-nous? Moi, je vais vous dire quelque chose. J'observe que l'audiovisuel extérieur, qui a un peu plus d'une dizaine d'années, fait un travail extraordinaire et que l'audiovisuel extérieur, aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique majeur pour la France, pour l'Europe. La guerre en Ukraine nous le montre tous les jours. Pourquoi aujourd'hui on ne dit pas oui, il faudrait faire quelque chose. Cet audiovisuel extérieur n'a peut-être pas assez de moyens. D'accord. Au regard de ce bien compris. J'essaye de distribuer la parole le plus équitablement possible. Ce sont des propos importants, si vous voulez, qui viennent alimenter le débat. Alors, Jean-Marc Dumontet, vous vouliez réagir? On est en campagne électorale. Oui.
Donc c'est le bon moment. L'avantage, c'est que le président pose cette question, même si, je vous répète, c'était une question autour du pouvoir d'achat, il n'a pas encore décliné son programme culturel. Oui, mais culturel. il savait bien ce que ça ouvrait comme débat. Bien sûr, mais c'est important de recentrer sur ça. On ouvre le débat. Qui va mettre et qui a mis ce sujet sur la table? C'est le président. C'est le président. Il n'est pas réélu. Il n'est pas. D'autres l'avaient mis. C'est Éric Zemmour, le premier. Alors, vous n'étiez pas là, mais on a rappelé les propos d'Éric Zemmour. Est-ce que suite aux propos d'Éric Zemmour, il y a eu un débat dans le pays? Non. Aujourd'hui, ce débat s'ouvre. C'est une campagne électorale. C'est le moment opportun. Ce sera peut-être autour du Parlement si le président est élu pour un nouveau mandat. La question est posée. C'est extrêmement démocratique. Il ouvre à moitié. En fait, moi, je trouve que cette proposition, elle est assez fidèle, au fond, au macronisme des origines. C'est Emmanuel Macron, il s'est fait élire contre l'économie de la rente, toutes les rentes possibles et imaginables. Et d'une certaine façon, la redevance est une rente pour l'audiovisuel public. Mais le problème, c'est qu'il aborde la problématique par la question fiscale. Et c'est vrai qu'on n'a pas le débat qui suit. Il s'en va après parce qu'il a d'autres affaires à régler sur la scène diplomatique. Donc on a juste le début du commencement du débat et qui se tient un peu sans lui pour l'instant. Et moi, il y a un mot qui me manque, je trouve, c'est qu'on peut parler périmètre, on peut parler gouvernance, on peut parler indépendance, on peut parler mission, on parle jamais qualité. Qu'est-ce qui fait la spécificité du service de l'audiovisuel public? C'est un sujet tabou. Vous entendrez jamais des gens se dire, bah oui, non, mais ça, c'est pas bien. Je vous pose une question. Est-ce qu'il était dans la mission de l'audiovisuel public, ou j'ai plutôt la tourner différemment? Est-ce qu'Éric Zemmour existerait aujourd'hui tel qu'il est si l'audiovisuel public ne lui avait pas fourni une tribune dans des émissions à très grande écoute pour proférer toutes ces provocations qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui, qui était à l'époque chargé de faire du buzz et de faire de l'audience pour cette émission? Est-ce que c'est bien une mission de service public? Je ne réponds pas à la question. Moi, c'est votre interrogation. Oui, mais on peut opposer à ça la liberté d'expression. Oui. Voilà, des citoyens, à un moment. Et on peut considérer qu'Éric Zemmour n'a pas la reconnaissance du ventre, puisque aujourd'hui, il veut supprimer France 2 privatiser France 2 et France Inter. Christophe Kozarec, je voudrais juste savoir ce que ça représente, France Télévisions aujourd'hui, en matière de financement de la création. Vous parliez des contenus tout à l'heure. C'est quoi? C'est le premier financeur? C'est le deuxième? C'est quoi l'importance de France Télévisions? Partenaire du monde de la création, des producteurs indépendants. On peut pas on peut pas se baser uniquement sur le marché pour financer les contenus français. Pourquoi? Parce que vous avez des chaînes commerciales qui répondent à des critères purement financiers, économiques. C'est normal, elles cherchent à être rentables, le plus rentable possible. On ne va pas leur faire ce reproche. Donc, on a besoin d'avoir un autre partenaire qui est la télévision publique, un partenaire fort, un partenaire qui soit capable de financer des contenus puissants et d'accompagner tout le monde de la création. Vous savez, encore une fois, il faut vraiment garder en tête que si on affaiblit le soft power, c'est-à-dire le monde de la création, parce qu'on affaiblit le financement des contenus, eh bien on affaiblira notre souveraineté culturelle. Et il faut pas oublier que les téléspectateurs, ils attendent qu'une chose, c'est d'avoir des contenus puissants et des contenus inédits. Voilà. Et si on met en danger le financement des contenus, alors ça se fera ressentir non seulement sur toute la chaîne de la création, mais également auprès des téléspectateurs qui se tourneront vers soit les chaînes commerciales, soit les plateformes américaines. Pour répondre à l'interrogation de Mathieu Croissando à l'instant, est-ce que vous produisez des programmes différents parce que c'est pour le service public, des programmes que vous produisez éventuellement pour le privé? Est-ce qu'il y a une tonalité, une exigence qui n'est pas la même? Thomas, vous me connaissez bien, je suis un fervent défenseur de l'identité et de l'intérêt d'un service public de l'audiovisuel. Bien sûr que la télévision publique est différente des chaînes commerciales. Elle propose des programmes très différents, des émissions citoyennes. Elle propose des émissions politiques, des documentaires, voilà, toutes sortes de programmes, du théâtre, des programmes que vous ne verrez pas sur les chaînes commerciales. Elle a tout son intérêt. Et c'est bien pour cela qu'il faut la défendre, c'est bien pour cela qu'il faut réfléchir au périmètre du visuel public, pourquoi pas, réfléchir à ses missions, pourquoi pas, mais il ne faut pas mettre en danger le financement des contenus. C'est ça l'essentiel.
Mathieu Gallet. Ouais, j'ai quand même une question, et je vais peut-être la poser à Jean-Marc Dumontet, puisqu'il est à côté de moi. Ça va être quand même la question de la publicité sur le service public à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on la remet après 20 heures on va devoir faire des économies dans ce pays dans les années à venir. Tout le monde le sait, le quoi qu'il en coûte, même si, hélas, la situation actuelle va probablement nous amener à garder cette politique-là pour un certain temps. À un moment, il va falloir quand même qu'on rembourse ne serait-ce que les intérêts de la dette française. Donc il va bien falloir faire des arbitrages. Et donc le sujet, c'est est-ce que la présence de la publicité à France Télévisions, notamment en soirée ou pendant des grands événements sportifs. On a les JO de 2024 qui arrivent à Paris. Est-ce que la question va être ouverte de remettre de la publicité à certains moments, à certains endroits sur France Télévisions, parce qu'on aura besoin de trouver des recettes. Et on a maintenu France 4, il faut le rappeler quand même, pendant la crise du Covid, alors qu'il y avait la prévision de supprimer France 4 pour faire des économies. Donc le président de la République lui-même a souhaité que France 4 soit maintenu à France Télévisions. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on demande beaucoup de choses au service public, on lui demande de se réformer. Et où va venir ce financement si on ne fait pas une vraie révolution sur le périmètre et sur la structure de l'audiovisuel public? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il tout simplement rétablir la publicité après 20 heures ou sur certains programmes? C'est vrai que la question des programmes sportifs, c'est intéressant parce que les droits coûtent de plus en plus cher. Donc on pourrait considérer légitime d'y insérer de la publicité. Je plaide pour l'agilité et l'ouverture. Et il faut qu'on arrête d'être dans des schémas établis et qui ne bougeraient pas. Vous parlez des droits sportifs. Pour la première fois, France Télé a partagé avec Amazon les droits sportifs, sur Roland-Garros. Il y a eu des économies pendant ce mandat avec des résultats magnifiques pour France Télé sur le redéploiement et en termes d'audience. Donc il faut sortir du dogmatisme et il faut être ouvert. Je suis incapable de vous dire si demain, le retour de la publicité après 20 heures sera une proposition ou sera la règle en 3 ans. Je n'en sais strictement rien. Je pense qu'il faut être agile. Il faut faire confiance aussi au service public pour être agile et pour continuer son développement. Voilà, sans dogmatisme. Sans dogmatisme. Et il faut maintenir cette exigence, et je vous rejoins parfaitement, il faut maintenir cette exigence et se dire, c'est quoi le service public, en quoi il se distingue et quelle est sa véritable mission et comment il la remplit bien. Est-ce que vous pensez que le président de la République va avoir le temps dans cette campagne si particulière de s'engager sur cette question-là? Et finalement, peut-être qu'il ne restera que, vous voyez ce que je veux dire, la proposition fiscale. Oui. C'est un risque quand même. Le président aura le loisir, au travers de son programme culture, d'en parler. Vous ne pouvez pas ouvrir un tel débat et ne pas apporter des réponses. On l'espère. Sur la publicité, je voudrais revenir sur France 4 qu'on a évoqué. Je tiens à dire que le Sénat était très moteur dans le maintien de France 4, la chaîne de la jeunesse, parce que quand l'annonce comme ça, ex nihilo, pour faire des économies, a été annoncée sans raison aucune de la suppression de France 4, on s'est aperçu que derrière, c'était tout le secteur aussi, et je me tourne vers le représentant des créateurs, on s'est aperçu que c'était tout le secteur de l'animation qui était menacé derrière. Voilà. France 4 a fait ses preuves pendant le confinement. On était bien content de trouver une chaîne de la jeunesse, la chaîne dite apprenante, qui a déployé beaucoup d'efforts en matière de programmes citoyens, éducatifs, et qui a fait ses preuves. C'est la raison pour laquelle France 4 a été maintenue. Je rappelle que le Sénat a proposé la suppression de la publicité sur France 4 pour qu'il y ait un espace complètement sanctuarisé, pour que la jeunesse, elle ne subisse pas, les annonceurs publicitaires, matin, midi et soir. À l'heure de la publicité ciblée sur les plateformes, c'est quand même intéressant d'avoir un espace sanctuarisé où vous pouvez mettre vos gamins et vous êtes sûr qu'ils ne seront pas bombardés d'offres publicitaires. Donc je tiens à dire qu'il y a une réponse. Et c'est la différenciation aussi de services publics. On parlait de la qualité. C'est ce qui fait aussi la différenciation avec les chaînes commerciales, je tiens à le dire. Il y a de la qualité aussi sur les chaînes commerciales, il y a des contenus puissants sur les chaînes privées. Je trouve ce débat quand même assez ahurissant. Tout le monde loue Netflix et mange des séries Netflix à n'en plus finir. C'est une plateforme privée. Oui, mais c'est vrai aussi, Mathieu, qu'il y a des programmes que le service public peut mettre à l'antenne que des chaînes privées ne mettraient pas parce que moins d'audience, parce que il y a des programmes qui aurait misé un copec sur un programme de cuisine comme Top Chef par exemple, qui a fait beaucoup pour la gastronomie française, beaucoup pour l'apprentissage dans les cuisines et qui vient d'une chaîne privée. Oui, c'est une chaîne publique qui l'a fait. Il y a des chaînes privées qui font des programmes de grande qualité. HPI qui est quand même le plus grand succès l'année dernière d'une série française et même qui se classe dans les tout premières audiences, c'est sur TF1. Donc je pense qu'aujourd'hui le fait de dire
dire que le service public fait des choses qui sont différentes du privé. Moi, je trouve que la qualité de ce que fait le privé, c'est a beaucoup augmenté ces derniers temps, probablement parce qu'on a un service public fort et qui rencontre un vrai succès et qui tire tout le monde vers le haut. Et ça vaut aussi pour la radio, parce qu'on a beaucoup parlé, beaucoup de télévision. Et forcément, mon cœur est toujours un peu du côté de Radio France. Et quand on voit les succès de France Inter, on ne peut pas dire que la radio publique aujourd'hui, là aussi, fait une vraie différence par rapport à l'ensemble de l'offre radiophonique. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ici et en duplex. C'était passionnant ce